Mes chers enfants, la paracha que nous allons réciter cette semaine, donc dans Mishpatim, va révéler un verset qui a fait l'objet d'un échange et de discussions passionnantes ce matin entre nous. Et j'aimerais en faire avec vous la synthèse. Je répète, il s'agit du verset au chapitre 22 de l'Exode, verset 20. Veger lo tone velo tilhatsenu ki gerim eitem be'eretz Misraïm. À savoir, et tu ne léseras pas un étranger, et tu ne le pressureras pas, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Eh bien, le pshat, c'est-à-dire le sens au vide de cette recommandation, de cette mitzvah, donne à penser que, pour quelle raison on ne doit pas être de ceux qui oppriment ou qui font du mal à un étranger, c'est parce que nous-mêmes, on a été étrangers en Égypte et qu'on a, comme le dit Rashi, on a subi, on sait ce que c'est que des paroles blessantes, on sait ce que c'est que de contrarier, n'est-ce pas, des personnes qui ont des complexes, qui ont des difficultés. Et comme il est dit dans ce verset, toujours cité par Rashi dans Yeshaya 49, 26, « Je donnerai à ceux qui t'oppriment leur propre chair à manger » dans le prophète Isaïe. Et quand il est dit « Et tu ne le pressureras pas », c'est-à-dire tu ne vas pas l'opprimer, par exemple en lui volant ses biens. Puisque vous, c'est-à-dire nous, enfants d'Israël, on a été maltraités en Égypte par le pharaon d'Égypte et qu'on sait de quelle manière se comportent les despotes dans leur façon de voler, de profiter du statut de l'étranger, alors vous qui avez été étranger, ça veut dire, dit Rashi, si tu lui adresses des paroles blessantes, des paroles blessantes, lui aussi pourra te meurtrir en te traitant à son tour de descendant d'étrangers. Et le défaut dont tu es affligé, n'en fais pas reproche à autrui. Ainsi, le mot guerre étranger désigne toujours celui qui n'est pas né dans le pays, mais qui est venu d'ailleurs pour y habiter. Pourquoi j'ai choisi cette fois-ci, cette semaine, de parler de ce verset ? Parce que vous savez que dans le monde entier, et en France comme ailleurs, on parle souvent dans les univers politiques du statut de l'étranger. Est-ce que le statut de l'étranger, d'après cette loi, cela signifie qu'il faut systématiquement, qu'il faut toujours favoriser un étranger ? C'est pas ce qu'il dit du tout. Il n'est pas dit qu'il faut favoriser un étranger. Il est dit juste qu'il ne faut pas profiter de son statut d'étranger pour lui faire du mal ou pour lui infliger des paroles blessantes. Mais pour autant, il ne faut pas qu'un étranger profite justement de quelqu'un qui respecte l'étranger et qui fait du bien à l'étranger, qu'il en profite pour, à l'inverse, se comporter mal vis-à-vis de celui qui lui fait du bien. Et ça, c'est pour répondre à la question de Batel tout à l'heure, qui était magnifique. Il dit, bah alors ça veut dire quoi ? Il faut oublier que quelqu'un était étranger ? Ça veut dire que si quelqu'un il a été un tueur en série, il faut oublier ? Eh bien la réponse, et tu as bien fait de poser la question Batel, la question c'est que quand quelqu'un a été un assassin, quand quelqu'un a été un terroriste, un meurtrier, et parfois même un voleur, effectivement qu'a priori, il a le droit de s'amender, de faire ce qu'on appelle teshuva, c'est-à-dire de regretter, de changer. Mais tout cela, toute l'attitude que l'on aura à son égard de ne pas lui rappeler son passé, c'est aussi longtemps que lui, par son comportement, ne nous rappelle pas son passé. Si quelqu'un se comporte comme un voyou, un vaurien, comme quelqu'un de jaloux et de haineux, celui-là, mais il n'a plus du tout le statut d'étranger, même s'il n'est pas né dans le pays dans lequel il est né. C'est pas ça que dit la Torah. Beaucoup commettent cette erreur, y compris d'ailleurs certains de nos frères juifs, et a fortiori ceux qui ne sont pas juifs, et ils se servent de ce verset de la Torah pour dire, voilà, il faut être contre le racisme et la xénophobie, et donc, il faut toujours favoriser l'étranger, même si l'étranger est un voyou, même si l'étranger est ce qu'on appelle aujourd'hui en français moderne une racaille. Chas v'shalom.
Pas du tout. La Torah s'inscrit en faux sur ce genre de mensonge idéologique. Quelqu'un qui se comporte comme un voyou, il faut le traiter en voyou. Quelqu'un qui se conduit en racaille, il faut le traiter en racaille. Et ça n'a rien à voir. Et ça n'est pas en contradiction avec le fait de ne pas molester, de ne pas opprimer ou de ne pas dire des paroles blessantes aux étrangers. Ceux qui créent des confusions, c'est parce que malheureusement, il manque de profondeur. Il faut évidemment respecter tous les êtres humains. Il faut notamment respecter les étrangers lorsque ces étrangers se comportent dans un pays, quel qu'il soit, d'une manière loyale et exemplaire. Que ce soit en Israël, aux États-Unis, en France ou ailleurs, partout dans le monde, quand quelqu'un a le statut d'étranger et qu'il se comporte de manière exemplaire, celui-là, il faut lui donner un exemple, il faut le respecter, il faut même l'aider et l'assister. Mais quand un étranger se comporte d'une manière qui n'est pas exemplaire, pis encore, d'une manière qui est toujours hors la loi, alors celui-là, évidemment, n'est pas concerné par ce verset. Et ça n'est ni du racisme, ni de la xénophobie de le traiter en voyou. Tout simplement, c'est parce que la justice juste, dans Mishpatim, eh bien, c'est justement de traiter en voyou ceux qui se comportent et se conduisent en voyou. C'est clair? Et pour terminer sur ce point, ça fait aussi l'objet de beaucoup de discussions en ce moment, de savoir, est-ce qu'on doit traiter de la même manière quelqu'un qui est adulte ou de la même façon quelqu'un qui est un enfant? Et est-ce qu'on va traiter de la même manière un enfant qui est tout petit ou un enfant qui est déjà adolescent, on va dire? Eh bien, bon, là aussi, il y a beaucoup de réponses. Et les réponses qui aujourd'hui sont les plus écoutées parce qu'elles sont, disons, liées à l'actualité, amènent à penser que lorsqu'un enfant, on peut récupérer cet enfant, on peut le rééduquer, on peut le mettre dans des conditions d'éducation idéales pour qu'il s'amende, c'est-à-dire qu'il change, qu'il devienne meilleur. Évidemment qu'il faut privilégier de tels programmes. Mais si l'enfant en question est un enfant qui est retors, qui est rebelle, à un point où non seulement il ne veut rien entendre, mais il va très loin dans le fait de faire du mal. Au début, il commence par être insolent avec son père et sa mère, ensuite il continue avec le vol, et puis après, si par malheur il touche à des choses plus graves, notamment comme la drogue, eh bien ce gars-là, pour avoir son marché ou sa drogue, il sera capable de tuer. Un tel personnage, même s'il est jeune, dès le moment où il est capable de tuer, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps, avec une jeune fille ou un jeune garçon, l'un ou l'autre qui ont été tués de manière différente, simplement pour des choses incroyables, l'un parce qu'il était en colère, et l'autre parce qu'il avait perdu une partie du je sais pas quoi, et l'autre parce qu'il s'en est pris, soi-disant pour un portable, alors qu'on a la preuve que c'est pas pour ça, mais simplement parce qu'il avait affaire à un juif d'ailleurs. Quand on a affaire à de tels voyous criminels, il est évident que pour des personnes pareilles, eh bien, on doit revenir à la logique de la punition qui consiste à protéger la société contre ce genre d'individus. Ça n'est jamais idéal de punir d'abord. L'idéal, c'est d'éduquer. L'idéal, c'est de ce qu'on appelle la réinsertion, de permettre quelqu'un de changer. Mais tout cet idéal doit être fixé par des lois, doit être fixé et minutieusement suivi par des personnes intègres au sein de la société, afin de veiller à ce que de tels programmes existent sérieusement et que ce suivi amène à vérifier si celui qui suit ces fameux programmes de réinsertion, eh bien ça le change. Si on voit que ça ne le change pas du tout et qu'il récidive ne serait-ce qu'une seule fois, alors il faut augmenter la peine. Et si c'est encore une fois, il faut augmenter la peine. Et si c'est encore une fois, alors il faut carrément lui infliger les peines maximum que on donne aux adultes, exactement comme les enfants. Parce que, voyez-vous, le privilège de l'âge, en termes de protection, ne peut servir comme argument que si ça profite à un enfant pour devenir meilleur. Mais si ça ne lui profite pas pour devenir meilleur, mais au contraire, ça le conduit à être encore plus mauvais
pour lui-même, pour son entourage et la société, alors dans ce cas-là, à situation exceptionnelle, à comportement exceptionnel, il doit y avoir également des mesures exceptionnelles. Très bien, on va s'arrêter pour ce verset.